Et bonjour à toutes et à tous, merci d'être là aujourd'hui. Aujourd'hui, on a la joie de recevoir Katia Immer-Tali. En fait, on n'a pas l'habitude de dire son nom de famille parce que c'est Katia pour nous et on l'adore. Et du coup, oui, c'est peut-être un peu égoïste de l'avoir fait venir à TEDx, mais ça nous fait super plaisir, notamment pour ce sujet-là qui, moi, je l'ai vu un Jug Summer Camp, je ne sais plus lequel, et qui m'a juste retourné le cerveau parce que c'est des choses dont j'avais besoin pour appliquer moi après en mode conseil à mes clients. Donc voilà. Ah oui, merci pour la slide. Et donc, pour information, ah, t'es revenu en arrière. Pour ceux qui ne nous connaissent pas bien, donc TEDx Tour Agile et DevOps Experience, on est un meet-up qui a une ligne directrice complètement pas droite et on ramène voilà, les sujets qui nous tiennent à cœur. Juste pour information, la séance sera filmée ou photographiée. La plupart du temps, on ne vous prend pas de face, mais est-ce que ça gêne quand même quelqu'un d'être sur les réseaux type Twitter, Insta, LinkedIn? Non, c'est OK pour vous? Et bien sûr, on est là pour ça aussi. Une collation sera proposée après la présentation. Est-ce qu'il y en a qui seront pour grignoter un petit bout de pizza? 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. OK, ça marche. On remercie pour cela les sponsors. Normalement, c'est plus fluide. Donne. On remercie nos petits sponsors, donc Absid et Ascensi, qui nous ont suivis depuis le départ, à savoir avant le Covid et même pendant le confinement. Amam aussi, qui nous prête une salle gratuitement une fois par mois et sans qui on ne serait pas là aujourd'hui. Et un sponsor d'aujourd'hui qui a assuré la venue de notre speakeuse et aussi son hébergement, Cockpit.io. Merci beaucoup, beaucoup. En termes de calendrier, alors attention, ça tombe un lundi cette fois-ci, la prochaine date. Et en plus, ce sera peut-être dans une autre salle, peut-être pas la Gabrielle, on ne sait pas encore. On vous dira ça sur les réseaux. Ce sera Rémi qui viendra parler de petites choses plus particulières que abordera Katia ce soir. Donc 2 ans de migration en environnement cloud native quand on n'est ni une start-up ni dans le CAC 40. Et puis le 18 novembre, et après je vais y aller parce que je crois que ça sonne, on a Sylvain Tricard qui va parler à l'AFUP Tour, et cette fois-ci, attention, ça se passe sur Meetup, pas Eventbrite, qui va nous parler de Clean Code. Et Florian, tu veux en parler un peu? Voilà, donc ça se passe au CEFIM de Lyon, et effectivement on va avoir Sylvain qui va nous parler de Clean Code, et retour avec un S parce qu'on fera une petite sélection, un petit top des meilleures représentations qu'on a vues avec Sébastien au forum PHP. J'ai fait copier-coller du Slack. Oui, t'as fait copier-coller du Slack, d'accord. Et pour la reprise, alors faut être là. Faut être là à toutes les dates de 2025 parce qu'il y a un petit jeu qu'on va faire probablement. Donc la première à ne pas rater, c'est Benjamin Cavy qui va nous parler des feature flags, le code suisse de votre flow de développement. Et on n'oublie pas, Tour Tech, il y a toujours des places disponibles, plus beaucoup, mais voilà. Et il y en aura à gagner. Exact. Donc ça a lieu les 6 et 7 février. Bloquez la date parce que c'est quand même rapport qualité-prix incroyable. Et puis on est bon sur le calendrier. Si vous avez un retour à nous faire, une proposition de talk que vous n'avez pas vu, vous aimeriez soit voir, soit venir présenter, vous n'hésitez pas. On a un CFP. Encore un grand merci à Roxane pour l'identité visuelle de TEDx. Et je passe la main avec bonheur à Katia. Bon salut Lucas, salut tout le monde. Je suis vraiment contente d'être là. À Tours déjà c'est une ville que j'aime beaucoup. En plus pour jouer ce talk-là encore une fois. Et en plus, voilà, merci beaucoup à Stéphane et à Fanny de m'avoir invité. Merci à vous d'être là. Aujourd'hui, on va parler de Cloud Native, de ma fameuse checklist. Et surtout, avant de commencer, je vais me présenter un petit peu pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc moi, je suis Katia. Je me définis comme informaticienne parce que j'ai toujours eu depuis le départ un pied dans l'infra et un autre pied dans le développement. Je fais beaucoup de développement back, je ne fais pas de front malheureusement, voilà, mes compétences s'arrêtent là. Je suis aussi CTO et cofondatrice de Cockpit.io, donc une entreprise qui est spécialisée dans l'accompagnement cloud et DevOps. Et moi, ça fait plusieurs années déjà que je fais du consulting autour des sujets cloud et DevOps. Et je travaille sur des environnements cloud AWS. J'ai commencé en 2013. Donc au début, c'était que des instances VM. Et après, voilà, j'ai étoffé un peu ma panoplie.
Et c'est dans ce cadre-là que j'ai été amenée à faire énormément de projets, donc soit de migration vers le cloud, soit d'optimisation d'infrastructures déjà existantes dans le cloud, ou soit des migrations voilà, cloud on-premise, ou pour aider les clients en fait, à adopter la culture DevOps. Et c'est là où j'ai eu l'idée de faire ce talk-là, déjà parce que je suis partie, j'ai démarré de plusieurs constats. Le premier constat, c'est que la part du marché du cloud, que ce soit cloud public ou cloud privé, ne va pas s'arrêter d'augmenter. Donc on va de plus en plus avoir des environnements qui vont tourner sur du cloud. Et en plus, là, on parle d'IA, donc on sait que le cloud computing, c'est vraiment un accélérateur pour tous les projets qui sont en rapport de près ou de loin avec l'intelligence artificielle. Et moi, par expérience, peu importe le nombre de projets de migration vers le cloud ou d'optimisation d'infrastructures que j'ai fait, même si j'ai l'impression que les projets se ressemblent, à chaque fois, je me dis, OK, bah, je vais faire ça, 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 et c'est bon, à la fin, je vais réussir à faire mes projets correctement. Et au final, je me rends compte, avec l'expérience, que on s'imagine, on voit toujours le chemin, mais on passe par un chemin semé d'embûches pour atteindre la réussite de nos projets. Et c'est là où j'ai dit, je vais faire un talk où je vais partager déjà mes retours d'expérience, qu'est-ce que j'ai appris durant toutes ces années de cloud computing, vous donner la méthodologie qu'on utilise aujourd'hui au sein de Cockpit.io, qui a fait ses preuves, et aussi vous permettre à vous de réussir vos projets de migration, donc d'avoir toutes les clés. Je vous partage mes secrets. Bon, petit disclaimer, je reviens là. Je me suis lâchée donc, par rapport à la première version que peut-être certains ont vu à Torrente. Je me suis bien amusée avec l'IA pour générer mes images, donc je sais bien écrire les mots, mais bon, il y a des petites fautes, ça j'ai bataillé avec l'IA, mais je n'ai pas réussi à corriger les petites fautes. Avant d'aller plus loin, je vais faire un petit rappel de définition. Je vais faire déjà un sondage qui travaille sur des environnements cloud publics. Okay. Il y a un modeste là-bas qui est là-bas. Ok. Qui est familier avec le concept de cloud native? Il n'y a pas de réponse. Voilà. Ok, top. Bon, parfait. Pour ceux qui n'ont pas levé les mains, j'ai prévu un petit rappel de définition. Déjà, le premier, c'est qu'est-ce que le cloud computing? Quand on parle de cloud en général, qu'est-ce qu'on veut dire avec ça? Donc, c'est un ensemble de services et de ressources qui sont fournis à la demande. Le fournisseur cloud peut être interne ou externe. Donc, dans des grandes entreprises, on peut avoir du cloud privé, interne, et c'est une autre équipe de l'entreprise qui le maintient et qui nous fournit les ressources. Et puis, quand on parle de services cloud aussi, on a plusieurs types de services. Donc, on a des services réseau, des serveurs, des logiciels de base de données, etc. Et dans le cloud, on a 3 catégories. Donc, on a le cloud public, le cloud privé et un cloud hybride où on va mélanger les deux. Donc, on va avoir une partie qui va être hébergée sur du cloud public et une autre partie qui va être sur du cloud privé. Donc, peu importe le type de cloud que vous utilisez, ce talk-là peut s'adresser aussi à vous. Et quand on va sur le cloud, en général, on cherche à tirer avantage de ce modèle-là. Soit on se dit, comme je suis sur un modèle à la demande, donc je vais optimiser mes coûts, je ne vais payer que ce que j'utilise réellement. Je vais réduire le time to market parce qu'on va avoir de plus en plus d'entreprises qui vont être constituées uniquement d'équipes de développeurs. Et donc, ce n'est pas la même chose quand on a besoin d'avoir son propre serveur, de l'installer, de le maintenir à jour, etc. Donc, on va réduire vraiment très fortement son time to market. On va avoir de l'agilité, parce qu'on va pouvoir très facilement aussi changer son modèle, son architecture, et de la scalabilité. Donc, quand on est une startup, par exemple, on sait qu'on va connaître des pics de charge en étant sur du cloud computing, mais en condition de bien choisir son fournisseur aussi, on va pouvoir scaler très, très facilement. Et puis il y a d'autres avantages aussi que je ne vais pas pouvoir détailler ici. Et quand on parle de cloud native, donc là on a vu ensemble le cloud computing. Le cloud native c'est quoi? C'est une approche logicielle qui va nous permettre plusieurs choses. La première, c'est de créer, déployer et gérer des applications dans des environnements cloud. Et la deuxième chose, c'est vraiment de mettre en œuvre des systèmes faiblement couplés, résilients, manageables et observables. Et quand on fait de la prod, quand on développe des applications, on a tous envie d'avoir en fait, des systèmes d'applications résilients, des systèmes observables, quand on a une panne, de comprendre qu'est-ce qui se passe, quand on a des latences, etc. Et puis voilà, qu'ils soient manageables, faiblement couplés. Donc la question que vous pouvez peut-être me poser maintenant, c'est comment mettre en place cette approche. Avant de vous donner moi ma réponse, je vais donner celle de la CNCF, donc la Cloud Native Computing Foundation,
qui est aujourd'hui la référence quand on parle de cloud computing. Donc c'est eux qui hébergent par exemple, qui gèrent tous les projets comme Kubernetes et d'autres projets beaucoup plus, aussi intéressants que Cube. Et eux, ce qu'ils nous disent, la recette pour adopter cette approche cloud native, c'est d'utiliser les conteneurs. Ok, c'est génial, moi j'utilise Docker depuis le départ, j'utilise beaucoup Cube aussi, mais je sais qu'il y a des applications qui fonctionnent très très bien sans être obligé de containeriser. C'est le cas par exemple quand on est sur du serverless ou sur du PaaS, il y a des services qui fonctionnent très bien. Je ne me vois pas arriver chez un client et lui dire tu veux du cloud native, on va tout arrêter ce que tu fais et on va tout passer si ce n'est pas pertinent. Quand c'est pertinent, bien sûr, c'est ce qu'il faut faire. Ensuite, ils me disent les microservices. Alors je ne sais pas vous si vous avez déjà assisté à un débat monolithique versus microservices. Moi si. Et parfois ça se finit dans la douleur, les larmes et la détestation parce que c'est un débat qui est assez houleux. Pareil pour les infrastructures immuables, ok, pourquoi pas. Les API déclaratives, ok. Et puis je me dis service mesh, ok, j'en fais des services mesh, c'est un gros morceau quand même. Donc déjà on fait du cube, on rajoute des services mesh, donc tout ça, là je me dis ok. Et après j'ai vu, ils avaient mis 3 petits points. Je me dis qu'est-ce qu'il y a derrière les 3 petits points? Alors derrière les 3 petits points, c'est la fameuse landscape CNCF, qui nous a tous fait peur à un moment ou à un autre quand on va chercher un outil dans cette fameuse landscape. Donc moi, ça fait plusieurs mois que je donne ce talk. J'ai eu l'occasion de donner ce talk, donc je m'intéresse vraiment à l'évolution de cette fameuse landscape. La première fois que j'ai fait cette capture d'écran, c'était en septembre, le 1er septembre 2023. Donc il y avait 1236 outils référencés dans la landscape CNCF. Ensuite, j'ai refait une capture quelques mois après, donc pas longtemps. Donc la première, c'était en septembre, là, c'est en avril 2024. Et il y avait 2239 outils. Et puis, j'ai refait ça ce matin. Je me suis dit, ok, aujourd'hui, je redonne ce talk-là. Est-ce qu'elle a évolué? Il n'y a pas eu une explosion, mais il y a eu quand même encore une augmentation. Donc, on voit que ça rétrécit encore depuis avril. Donc, en quelques mois, on a encore une centaine d'outils qui se sont ajoutés. Donc, on a 2338 outils qui se sont ajoutés dans cette fameuse landscape CNCF pour rendre ses applications et son infrastructure cloud native. Moi, la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, ok, d'accord, quand on s'intéresse, déjà par quoi je commence? Il y a plusieurs stratégies à ça, donc il y a plusieurs solutions. La première, c'est déjà, vous me dites, est-ce que c'est ça le secret? Pour moi, non, pas du tout. Parce que si j'arrive chez quelqu'un, je lui explique ça, je dis, bon, ton secret, c'est ici. Je pense que je ne serai pas trop crédible. Si on fait ça, si on se dit que on prend les outils comme ça dans la landscape, on a un risque. La première, c'est de finir comme notre ami John, 26 ans, qui nous dit qu'être développeur n'est pas du tout stressant. Donc, c'est un développeur d'applications cloud native. Ou sinon, on fait comme cette dame. Donc, on voit la landscape et on prend un peu les outils comme ça qui viennent au fur et à mesure. Parce que j'ai entendu ça dans un meet-up ou dans un talk, ou j'ai vu un article de blog passer ou un tweet passer, etc. Si on fait ça, croyez-moi, on va se retrouver avec un quotidien d'équipe qui est extrêmement compliqué. On se dit on veut être cloud native, au final, ça ne se passe pas très très bien. Donc c'est quoi la solution? Bon, le talk n'est pas fini. Je suis là pour vous donner mes petites astuces. La solution, c'est de suivre quelques règles de base. Moi, c'est ce que je fais quand je fais des migrations vers le cloud. Je suis quelques règles de base. Mais avant de donner mes secrets, je vais vous raconter une histoire. Donc, c'est une histoire où je condense un ensemble d'expériences passées. Donc, ce n'est pas un client en particulier, mais c'est vraiment un ensemble d'anecdotes que je vais vous raconter. Vous allez voir, je n'ai pas menti au début. Je me suis bien amusée pour illustrer mon image. Donc, c'est l'histoire d'une entreprise, d'une start-up, dont le patron a eu une super idée au départ. Il a confronté son marché et son projet a bien réussi. Donc, il a commencé à avoir des clients, etc. Son entreprise évoluait très bien. Donc il s'est dit là, je ne vais pas m'arrêter ici, j'ai des ambitions business, je vais continuer. Donc un jour, il arrive, il va voir un de ses meilleurs développeurs. Donc, celui qu'il aime bien, parce qu'il développe bien, il est efficace, il travaille bien. Il lui a dit, on va aller sur le cloud et c'est toi qui t'en occupes. On voit bien à la tête du développeur, c'est pas son métier. Donc lui, son métier, c'est vraiment de faire de l'applicatif, de développer. Donc il est très très bien dans ce qu'il fait. Mais là, il n'ose pas trop dire à son patron, je ne sais pas faire. Il dit, ok, je vais le faire et tout, mais il n'est pas serein. Il galère pendant des semaines, voire des mois. Il galère à mettre en place une infrastructure, parce qu'ils étaient sur un environnement assez classique. À l'ancienne, c'est pas péjoratif, mais voilà, c'est assez classique.
Donc il se dit, bah ouais, moi je ne sais pas trop comment faire, donc ce que je vais faire, je vais essayer de reproduire ce qu'on a actuellement on-prem sur le modèle cloud. Mais il galère un petit peu parce qu'il apprend sur le tas. Il ne connaît pas encore tous les codes, il ne connaît pas le vocabulaire, il apprend en regardant des tutos, en suivant des tutos. Et pendant ce temps-là, son équipe, ses collègues, continuent de faire évoluer l'application. Sauf que lui, il ne suit pas les évolutions. Donc, arrive le jour de la migration vers le cloud, il fait la bascule, ça se passe un peu compliqué, parce qu'il y a des choses qu'il ne maîtrise pas, il y a des effets de bord qu'il n'avait pas vu venir, mais il arrive quand même à le faire, il est content. Et un jour, le patron arrive dans le bureau et il leur annonce que il avait décidé de faire ça parce qu'il a décidé de faire une levée de fonds. Donc pour faire ça, il fallait qu'il justifie que voilà, on est cloud native, on est moderne, on a tout ce qu'il faut, on coche toutes les cases. Et donc il décide de lancer aussi une grande campagne de communication. Et on le sait tous, donc on a entendu plusieurs fois des histoires où quand une entreprise passe à la télé, l'infrastructure n'est pas du tout dimensionnée pour absorber un pic de charge. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Tout le monde va voir le site, tout le monde veut essayer cette application qui est géniale, tout le monde veut voir en fait de quoi il s'agit, et arrive ce qui doit arriver, donc une erreur 500, et bien sûr tout le monde se retourne contre le fameux développeur qui a fait la migration tout seul comme il pouvait, il lui dit que c'est de ta faute. Il réussit quand même, en absorbant toute la pression de son management et de ses collègues, à travailler dur pour remettre le site et l'application, l'infrastructure d'aplomb. Il est content, tout le monde est content. Il y en a un seulement qui n'est pas content, c'est le fameux patron, qui était venu le voir au début, qui lui a dit « c'est toi qui vas t'en occuper, tu vas me migrer l'application ». Il ne s'est pas dit la personne elle ne sait pas, on va la former peut-être ou on prend quelqu'un d'autre. En fait, il n'était pas du tout content. Et le pauvre développeur n'était pas content, donc après, dans la douleur, il dit « ok, on paye trop cher » parce que le développeur, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a surdimensionné, surprovisionné les infrastructures, les ressources, donc il paye extrêmement cher par rapport au trafic réellement en temps normal. Et là, ils appellent une consultante qui s'appelle comme moi. Et donc, cette fameuse consultante, quelles sont les règles qu'elle a suivies ? Là, on va commencer, donc je vais vous dire, moi, quand je fais un projet, comment je fais. La première chose, c'est de ne pas se concentrer uniquement sur la technique. Donc, on est des techs, donc moi-même, je suis tech. C'est vrai que des fois, on a tendance à avoir un petit peu un effet tunnel, on se concentre énormément sur les technos, sur la technique, sur l'application, etc. Et on oublie de s'ouvrir un peu et de prendre du recul par rapport à de la hauteur, par rapport à l'environnement dans lequel on évolue. La technique, c'est super important, mais ce n'est pas uniquement ça qui doit compter quand on réfléchit à un projet de migration. Il faut qu'on prenne en compte en fait, tout le contexte dans lequel on évolue. Sauf quand on travaille pour un projet open source ou un side project, là, c'est une autre histoire. Ensuite, il faut définir ses objectifs. Au début, je vous avais dit, le modèle du cloud computing, ça offre plusieurs avantages. Quand on est une entreprise qui veut fidéliser ses clients, donc il veut juste avoir de la résilience, diminuer le nombre d'astreintes, etc., ce n'est pas la même chose qu'une entreprise qui va vous dire « moi, aujourd'hui, je veux me développer à l'international, je veux que mon application elle soit disponible dans plusieurs régions du monde, en Asie, en Amérique, en Europe, etc. » C'est absolument pas les mêmes objectifs. Donc ça, c'est super important de se dire voilà, quels sont mes objectifs ? Pourquoi je veux aller sur le cloud computing ? Est-ce que parce que je ne veux plus avoir une dépendance, par exemple, avec des profils infra ? Est-ce que je veux gagner de l'agilité ? Est-ce que je veux avoir accès à des services que je n'ai pas forcément sur un modèle plus classique, type serverless, etc. Quels sont les avantages que je souhaite bénéficier ? Est-ce que c'est un coût ? Est-ce que c'est le fait d'être disponible, d'avoir une infrastructure où je peux provisionner des serveurs, par exemple, en Chine, en Asie, plutôt dans des pays d'Asie, dans des pays d'Amérique, etc. Et quels sont les objectifs business que nous souhaitons atteindre ? Ça, c'est super, super important. Donc, comme je le disais, l'impact et le choix technique qu'on va faire quand on veut augmenter, multiplier par 100 le nombre de visiteurs qui vient sur notre application ou le nombre de clients, c'est pas du tout la même chose qu'un client, par exemple, j'ai eu déjà le cas qui vont me dire moi, je veux juste passer sur le cloud parce que j'ai décidé de vendre mon application, mon projet. Et donc, ça va me permettre de faire ça, ça va me permettre plus facilement de passer la main à l'acquéreur. Donc, vous voyez, il y a plusieurs cas, donc ça, c'est super important de se poser les questions. Il faut garder en tête aussi, ça c'est une phrase que je répète très souvent, c'est aller sur le cloud ne doit pas être un objectif. On ne doit pas aller sur le cloud parce que pour faire comme les autres, mais il faut vraiment que ça soit un moyen d'atteindre ses objectifs business. Ensuite, analysez vos pratiques et votre culture. Donc, on parle beaucoup de culture DevOps.
c'est pas faire du CI/CD, avoir du GitLab, c'est pas ça qui va faire de nous une entreprise DevOps. Donc ça, c'est super important aussi, de s'intéresser vraiment à où est-ce que j'en suis par rapport à la culture DevOps. Donc, ça fera peut-être l'objet d'un autre talk. Quoique j'ai fait un article sur le DevOps pour ceux qui veulent, je fais mon auto-promo. Merci Fanny. Donc vous pouvez aller sur le blog de Cockpit.io, j'ai fait un article sur qu'est-ce que vraiment la culture DevOps. Donc ça, c'est super important. La culture DevOps, c'est vraiment un accélérateur pour aller sur le cloud, pour rendre ces applications cloud natives. Donc on a des concepts, des mécanismes qui nous permettent vraiment d'être beaucoup plus facilement cloud native. Quelles sont vos procédures internes? Pareil. Je dis ça, c'est par exemple si vous êtes dans un cadre très très réglementé, vous êtes dans un cadre où vos applications, par exemple, doivent être déployées, isolées d'Internet, etc. Donc ça m'arrive de travailler dans des environnements comme ça. Bah, vous êtes très très vite limité en termes de cloud public, par exemple. Donc ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Et puis tout ce qui est rollback, CI/CD, tout ça, il faut le voir avant, parce que si on veut se rendre cloud native, tout ce qui est script bash, etc., bon, on garde encore un petit peu. Dans les entry points, par exemple, des conteneurs, mais si vous avez des scripts comme ça pour déployer de 3 km pour déployer, ça aussi, il faut réfléchir à tout ça pour optimiser, pour moderniser tout cela. Et puis identifier les personnes clés. Ne faites pas comme le patron de mon histoire. Donc vous allez juste sur la personne qui vous semble la plus compétente dans le développement. Il est très très bon dans le développement, mais voilà, il faut vraiment identifier toutes les personnes qui sont susceptibles d'avoir un rôle important dans les décisions, qui maîtrisent l'application, qui maîtrisent l'infrastructure, qui maîtrisent les déploiements. Donc il y en a parfois dans des environnements, par exemple, on a une personne, son rôle c'est ça, c'est de cliquer sur les boutons, de déployer, d'arriver pour faire arriver l'application en production. Et qui doit leader le projet? Alors, j'ai eu plusieurs fois le cas, on arrive, on est tous à la table, on travaille, on discute, on n'est pas d'accord, il faut faire des arbitrages, mais on n'a pas quelqu'un qui tranche, qui porte la question. Donc on est là en train voilà, à qui va avoir le dernier mot, et ça, c'est pas spécialement pertinent. Donc ça, c'est super important à définir aussi. Quand il faut faire des choix techniques, qui doit prendre la décision? Et quelles sont les autres personnes clés? Donc si vous avez par exemple des personnes qui s'occupent des tests, si vous avez des personnes du produit, ça aussi c'est super important. Toutes les personnes qui sont autour du projet, et pas uniquement les devs et pas uniquement les ops, il faut vraiment les faire asseoir sur la table pour pouvoir comprendre le métier de chacun, les contraintes de chacun, pour vraiment réussir à faire les modifications nécessaires. Ensuite, communiquer et collaborer. Pareil, donc ne pas rester dans son coin. Donc j'ai déjà vu des équipes par exemple où on a des personnes qui bossent sur les projets de migration, mais en cercle fermé, et qui ne communiquent pas avec le reste du monde. Sauf que le reste de l'équipe, elle prend d'autres décisions, fait évoluer ses pratiques, ajoute des outils, etc. On a l'équipe qui fait la migration, qui est à fond là pendant des mois, surtout sur des gros projets de migration. Et après arrive le moment clé, là on se marche sur les pieds, en fait non, ça a évolué, c'est plus compatible, etc. C'est une perte de temps pour tout le monde, et puis c'est une perte d'énergie aussi de devoir raccorder les wagons. Et quand vous prenez des décisions ou quand vous faites face à des questions, c'est super important de communiquer avec tout le monde. Donc il ne faut vraiment pas que ce soit une personne qui fait son projet de migration dans son coin, surtout si ça a un impact sur toute l'équipe. Sinon, le risque c'est de se retrouver avec, comme ça à faire des choses avec des personnes de l'équipe qui font des choses mais qui ne savent plus du tout pourquoi elles font les choses. Typiquement, j'ai déjà eu un cas, on fait un projet de migration, le patron n'a pas du tout communiqué ses raisons, donc, vendre l'application, donc ce qui est compréhensible, mais le souci dans ce cas-là, c'est que les gens ne vivent pas très bien. Donc on va faire face vraiment à la réticence au changement, à des problématiques humaines en fait, à gérer au moment de l'équipe, et ça, c'est pas OK. Donc on n'est pas obligé de tout dire, enfin voilà. On ne va pas forcer les gens à changer, mais c'est super important de communiquer tout au long du projet, de dire aux gens pourquoi on fait les choses et surtout qu'est-ce qu'on est en train de faire. Ensuite, il faut analyser l'application et son infrastructure. Quand je parle de migration, donc je ne sais pas si je l'ai dit au début, mais quand je parle de migration, ça ne veut pas dire que la migration pour moi, ça peut être migration, on passe d'un modèle classique on-prem sur de la VM vers du cloud computing. Ça peut aussi être de migration, je fais des migrations par exemple, j'ai des clients qui sont déjà sur le cloud, mais on fait des migrations parce qu'on change d'architecture, on change de modèle. Donc peu importe, en fait, ça s'adresse à tout le monde. Analyser l'application et l'infrastructure, on parle de cloud native, donc
je fais petit rappel, le cloud native, c'est une approche qui nous permet de rendre l'application qu'elle fonctionne correctement sur le cloud. Donc là, pour faire ça, il faut analyser correctement son application. Une fois qu'on a défini ses objectifs, on sait ce qu'on fait, pourquoi on le fait, on analyse l'application et l'infrastructure existante. Déjà, quelle est votre architecture applicative? Est-ce que vous êtes en microservices? Est-ce que vous êtes en monolithique? Ou est-ce que vous êtes sur une architecture orientée événement? Ça, c'est super important aussi à définir. Quels sont les langages, dépendances et versions? Moi, j'ai déjà eu des cas où on était sur des versions, par exemple, tellement obsolètes qu'il était juste impossible de récupérer sur Internet les packages, les dépendances avaient disparu. Moi, je rigole plus, mais au début, c'est surprenant. Mais en fait, il y a énormément énormément de projets encore aujourd'hui qui tournent en prod sur des choses qu'on ne peut plus du tout réinstaller. J'ai eu par exemple sur un projet d'audit où on me dit nous on veut aller sur des conteneurs. On me dit les conteneurs c'est bien pour les applications legacy, sauf que quand on fait l'état des lieux des dépendances, on voit qu'il y a la moitié des dépendances qui n'existent plus depuis des années sur Internet, impossible à retrouver. Donc là c'est compliqué de faire cloud native dans ces environnements-là. Et puis aussi il faut vérifier si votre application la persistance des données. Est-ce que votre application est stateful? Ça veut dire qu'elle stocke les données localement sur le nœud, le cache, les sessions, où est-ce que sont stockées ces informations-là, ou est-ce qu'elle est stateless, donc tout est externalisé, des bases de données, Redis, etc. Et puis les licences aussi utilisées. Donc ça c'est un cas qui est quand même extrêmement rare, mais ça peut arriver, par exemple des applications où il faut saisir une licence, et par exemple la licence elle est soit rattachée à une adresse IP ou des choses comme ça. Donc par exemple ce genre d'outils ne sont pas compatibles avec le mode conteneur. C'est un peu plus compliqué quand on est dans un environnement Kubernetes où les conteneurs sont éphémères. Donc tout ça c'est des choses à faire avant de toucher à quoi que ce soit. Et puis aussi il faut analyser les données à transférer. Donc parfois ça peut arriver, on dit on veut migrer vers le cloud, on se retrouve avec des téraoctets ou des pétaoctets de données à transférer. On fait vite fait la calculette pour voir combien ça va me coûter le transfert de données. On dit finalement on reste là où on est parce qu'on est très bien. Ou on limite le scope des applications à migrer. Donc ça c'est super important à envisager avant. L'infrastructure existante, est-ce que vous êtes déjà sur du conteneur mais en prem ou pas du tout. Donc ça, tout ça il faut l'analyser. Le trafic, donc ça c'est super important. J'ai eu un cas par exemple d'une application qui à un certain moment elle avait des pics de trafic. Quand on me dit, avant on installait ça sur des VM et l'équipe d'avant elle avait installé ça sur des VM et elle avait surprovisionné les serveurs, donc qui étaient tout le temps beaucoup en RAM CPU. Donc on paye tout ça alors que le pic de charge il arrivait juste à un moment donné de la journée. Donc l'idée c'était, on me dit, nous voilà, on a entendu parler de cube, l'autoscaling, etc. On va faire en sorte de scaler. Et quand on se pose la question, est-ce que l'application, par exemple, on me dit, on peut juste lancer plusieurs instances de l'application en même temps, et elle absorbe le pic de charge et elle revient. Mais est-ce que votre application, elle fonctionne vraiment comme ça? Elle est capable de se splitter, de prendre... Ah oui, mais non, en fait, non, parce que on peut pas. Ça peut pas marcher comme ça, parce que sinon on se retrouve avec des doublons et tout. Donc ça, c'est des choses importantes à envisager avant. Pareil, donc si vous avez des pics de charge ou pas, il y a des mécanismes d'autoscaling à mettre en place et voir si votre application supporte ou pas et trouver des alternatives sinon. Et puis l'observabilité aussi. Donc quand vous êtes sur le cloud, ça dépend des services, mais parfois on ne peut pas avoir accès aux nœuds. On ne peut pas se connecter en SSH. On ne peut pas comprendre ce qui se passe au niveau de la machine. Donc si votre application c'est un peu une boîte noire et que vous n'avez pas spécialement des logs, des remontées de logs, des métriques, etc., c'est super compliqué aussi à comprendre le fonctionnement et à débugger. Donc ça, c'est super important. Si vous voulez aller sur le cloud, très important de travailler sur l'observabilité. Donc je n'irai pas à dire il faut ajouter des traces, etc., même si c'est l'idéal, mais c'est quand même important de comprendre ce qui se passe. Donc ajouter des logs quand c'est pertinent, pas être spammé en cœur de log, parce que sinon on finit tous par muter les alertes, mais c'est super important à travailler. Et ça, c'est vraiment au cas par cas, parce que chaque application, elle a été développée par une équipe à part, et on ne fait pas tous les mêmes choses en même temps, donc c'est super important à identifier. Et puis, s'occuper de la sécurité. Ça, c'est un sujet super important aussi, parce que moi, on m'avait déjà dit, quand on parlait de sécurité dans une de mes missions,
On me dit, mais le cloud, c'est sécurisé by design. Oui, le cloud provider est sécurisé par design, mais si c'est porte ouverte dans mon application, ce n'est pas le cloud provider qui va faire un miracle. Donc ça, c'est bien de le rappeler aussi. Donc, il faut lister les contraintes. Parfois, on a des contraintes réglementaires qui ne sont juste pas compatibles avec le modèle cloud public, mais on peut se rabattre sur un modèle cloud privé. Tout ce qui est procédure, comment je déploie mes applications, est-ce qu'il faut que je fasse un câble ou pas, tout ça, c'est des choses importantes à identifier. Tout ce qui est VPN, filtrage IP, est-ce que je suis dans un environnement fermé, donc air-gap, je n'ai pas accès à Internet, Internet ne peut pas me contacter. Donc si j'ai des installs de dépendance à faire à un moment donné, donc ça c'est très très important à lister. Si ce n'est pas votre cas, vous n'avez pas beaucoup de contraintes, c'est tant mieux. Sinon, dans beaucoup de prod, on a énormément de contraintes. Et ça, il ne faut pas le découvrir au fur et à mesure du projet. Donc c'est important de tout lister vraiment avant de démarrer quoi que ce soit. Et puis d'ajouter aussi la détection et remédiation des vulnérabilités. J'ai une statistique par exemple sur les clusters Kubernetes. Je ne sais plus qui a sorti la statistique, mais je retrouverai ça sur un autre talk, je pourrais vous le partager après. Mais à partir du moment où on crée un cluster Kube sur un cloud provider, n'importe lequel, il faut quelques secondes à un attaquant pour venir scanner notre cluster à la recherche de vulnérabilité. Ce n'est pas une personne physique qui vient sur notre site, mais c'est juste qu'il y a énormément de bots aujourd'hui. Donc à partir du moment où je déploie un cluster, je parle de cluster, mais c'est aussi valable pour toutes les ressources. À partir du moment où je crée un cluster, il me faut quelques secondes pour qu'un bot essaye de scanner mon cluster pour trouver une porte dérobée. Donc c'est très important que nous, on fasse tout au maximum pour vraiment sécuriser tout, minimiser la surface d'attaque, et ça passe aussi par la sécurisation des applications. Et puis, tout ce qui est authentification et autorisation, bon, il y a deux écoles. Il y a ceux qui disent je fais porter mon authentification par l'application, et il y a ceux qui vont sur du service managé. Peu importe la réponse, ce n'est pas l'objet du débat d'aujourd'hui, mais c'est important aussi de voir ce que c'est compatible avec ce qu'on souhaite faire plus tard. Et puis cadrer votre projet. Pareil, parfois on est très motivé, on se dit c'est bon, ça fait longtemps que j'attends ça, donc on va tous faire les choses, on découvre à fur et à mesure. C'est bien, mais pas bien non plus, parce que c'est important, quand on a fait ce travail d'état des lieux, donc moi par exemple je le fais en carte d'audit, mais vous pouvez aussi le faire en interne si vous devez faire ce projet-là, de définir le scope applicatif qui va être visé par ce projet, de rendre ces applications cloud natives, parce que parfois on ne veut juste pas toucher aux applications, de se dire quelle est mon infrastructure concernée, est-ce que je passe tout 100% sur le cloud, ou est-ce que je garde une partie, par exemple l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, le stockage je reste en interne, en local, donc ça c'est important à identifier. Quel est le choix de l'architecture cible? Si vous faites du serverless, ça ne va pas être le même impact que d'avoir une infra par exemple full cube, ou de passer sur du PaaS, donc c'est pas du tout la même chose. Quel est le choix du ou des fournisseurs cloud, parce qu'on peut aussi être en multi-cloud, avoir plusieurs fournisseurs cloud, mais parfois quand on a des contraintes fortes, on est limité dans le catalogue de services, donc on peut s'emballer très vite, on dit je vais aller sur le cloud, je vais faire ça, et après le choix du provider fourni, il nous limite, donc c'est important de bien garder ça en tête avant de faire quoi que ce soit. D'anticiper les besoins de formation des équipes. Si vous passez sur du Cube, je donne Cube en exemple, ça peut être autre chose. Former les gens à Cube. Parce que si vous avez le premier incident en prod, votre prod ne fonctionne pas. Ce qui peut sembler simple pour quelqu'un qui a l'habitude de faire de Cube, mais si les devs, c'est eux qui gèrent la prod et ils ne savent pas faire du Cube, c'est compliqué. Ça peut partir vite en crise de larmes, voilà. C'est compliqué. Donc je parle de Cube, mais ça peut être aussi autre chose. Donc si par exemple vous voulez aller sur du cloud, un cloud provider en particulier, ou même on-prem, formez vos équipes. N'attendez pas d'être 100% en prod déjà avant de faire ça. Et puis anticipez aussi tout ce qui est cost management, l'impact écologique. On parle beaucoup de green. Green IT, je pense à greenwashing. Oh là là, lapsus. Mais en fait, je le dis pourquoi, pareil, parce que parfois, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais parfois, sur des services très très particuliers, quand on ne veut pas, par exemple, aller sur certaines régions
certaines régions de certains cloud providers, typiquement par exemple l'Allemagne, Francfort, chez certains providers, on sait que le coût écologique n'est pas le même parce qu'ils ont beaucoup de centrales à charbon. Et parfois, c'est juste que quand on est sur une région en particulier, on n'a pas tout le 100% du catalogue de services. Donc ça, c'est important. Et le cost management aussi, c'est important. Ça va nous permettre d'itérer plus tard et de savoir qu'est-ce qui consomme quoi vraiment en rajoutant les bons tags au bon moment. Et voilà. Et puis choisir aussi sa stratégie de migration. Donc si vous voulez soit modifier, adapter votre architecture cloud ou adapter votre infrastructure, votre application, c'est important de choisir bien sa stratégie. Il y a plusieurs listes qui tournent sur Internet. Bon, moi, j'ai fait un petit mélange. J'ai gardé celle qui me semblait le plus pertinent. Il y a la première, c'est le refactor. Donc on se dit, on va refactorer l'architecture de son application. Donc voilà, on fait tout. Donc, par exemple, on passe d'un modèle monolithe, on se dit on passe sur du microservice ou on fait une architecture orientée événement. On a le lift and reshape, on va apporter juste quelques optimisations. Typiquement, je stockais tout sur mon serveur. C'est pas bien, c'est pas très résilient. Ça fonctionne très bien, mais c'est pas très résilient, c'est pas très agile. Donc je me dis, mes données de cache, mes données de session, je vais les mettre sur du Redis. Donc ça, par exemple, c'est ce qu'on va appeler du lift and reshape. Et puis on a aussi parfois juste on avait par exemple un CRM maison, on se dit ça je vais le migrer, je vais le rendre cloud native, on se dit ça me demande trop de temps et d'énergie, je vais passer sur un modèle SaaS, voilà, je consomme. On a le lift and shift, ça très souvent c'est une étape normalement qui est censée être temporaire, c'est ce qu'a fait notre ami le développeur de mon histoire tout à l'heure, qu'on prend l'infrastructure existante, on déplace vers une architecture équivalente mais sur le cloud public. Donc là, quand vous faites ça, vous ne touchez pas à votre application normalement. Donc vous voyez, votre application alterne sur le cloud, mais on ne la touche pas. C'est une étape qui est censée durer normalement intermédiaire, mais parfois cette étape intermédiaire dure des années. Donc ça peut arriver. Et puis le retain, donc pareil, donc parfois on fait vraiment un cadrage au début de projet, on fait un audit, on identifie tout, et au final on se dit le nombre de jours nécessaires, l'argent nécessaire à ça ne vaut pas l'investissement, il y a d'autres priorités. Parfois on se dit on abandonne, on reste comme on est. Ou sinon le décommissionnement, donc typiquement quand j'avais fait mon audit où je voyais il y avait des dépendances qui avaient disparu d'Internet, on ne les retrouvait plus. Quand j'ai dit ça à l'équipe, on m'a dit finalement on va repartir, on va décommissionner cette application-là, on va la remplacer par une autre un peu plus nouvelle plutôt. Et donc nous dans notre talk, ce qui va nous intéresser, c'est les trois là, donc le refactor, le replatform ou le rehost. Et puis définir vos KPI, très important. Avant de modifier quoi que ce soit, avant de toucher à votre application, mesurez certains paramètres. Donc j'ai pris les DORA Metrics. Donc c'est quand on parle de DevOps, donc on a les DORA Metrics, il y a un site dédié qui a été fait par Google. Ça c'est les plus fréquentes. J'ai mis 3 petits points parce que selon les entreprises, on peut avoir des métriques qui sont quand même beaucoup plus personnalisées, qui nous parlent nous à plus. Donc c'est pas une liste exhaustive. Typiquement, par exemple, le nombre dans une queue, le nombre de tâches que mon application est capable de traiter en laps de temps donné. Donc ça, c'est pas des choses qu'on va trouver publiquement, mais c'est des choses quand même qui peuvent nous parler, nous, dans une entreprise. Donc c'est important aussi à mesurer. Pourquoi je dis mesurer ? Ça m'est arrivé aussi. On mesure. Quand on mesure et qu'on touche à l'application, quand quelqu'un nous dit ça marchait mieux avant, on est capable de savoir si vraiment ça marchait mieux avant ou c'est juste une impression. Donc parfois ça ne marchait pas spécialement mieux avant, mais c'est des problèmes qu'on avait déjà auparavant. C'est juste qu'on n'avait pas fait de tests de performance, de tir de charge, etc. Donc on est passé à côté. Et parfois ça permet aussi de voir qu'il y a des vrais problèmes. Donc ça c'est important à mesurer. Mesurer avant de modifier quoi que ce soit. Et puis là, c'est que là où on va toucher l'application. Selon la stratégie qu'on aura choisie, donc lift and shift, lift and reshape ou re-architect, l'impact n'est pas le même. Si on part d'une application legacy, on se dit on démarre de zéro, on fait quelque chose d'extrêmement moderne, on containerise, on fait tout ce qu'on veut, forcément ça va nous demander un peu plus de travail que si on se dit j'avais des choses en local, mon application est stateful, je vais la rendre stateless, donc je vais avoir un impact qui est quand même assez réduit. Ou sinon, le re-architect, on change tout. Donc c'est très important.
de préparer son application qu'à partir du moment où j'ai déjà tout préparé mon terrain, je sais où je vais, je sais ce que je dois faire, j'ai fait mes choix auparavant. Donc s'occuper de l'application, c'est quoi? Voir si on a de nouveaux développements à faire, voir si on optimise l'existant, parce que déjà on est bien. Si on containerise ou pas, ça c'est un vrai sujet aussi, la containerisation, choisir son registre, ses images de base, est-ce que je construis ou pas mes images de base, est-ce que je fais mes dépendances, etc., l'environnement de développement, la sécurisation, si vous avez des vulnérabilités qui sont connues, donc il faut faire en sorte de les corriger avant, et puis il faut aussi soigner les temps de démarrage d'arrêt. Quand on est sur le cloud computing, surtout sur le cloud public, même en privé c'est le cas, on a un changement de paradigme par rapport au modèle plus classique. Ça veut dire que les ressources, quand je parle de ressources, c'est les serveurs, doivent être considérées comme des ressources éphémères. Donc elles sont là, elles sont plus là, on perd un serveur, il y a un autre qui pop à côté. Mon application va pouvoir démarrer très facilement avec les mécanismes d'autoscaling. Donc la perte d'un serveur, c'est un non-événement pour nous. Ça doit être un non-événement pour nous. Mais si dans mes temps de démarrage, mon application, parce que j'ai un script d'initialisation qui prend 30 minutes, c'est pas évident. Donc c'est super important à tester bien avant. Donc parfois on teste juste, on a un serveur on a un ensemble de serveurs sur un cluster, on en tue un et on voit ce qui se passe. On le stoppe comme ça et on voit ce qui se passe. Ça peut être aussi d'autres tests, voilà, avec le chaos engineering, ça peut être un peu plus poussé, mais vraiment très important de soigner ces temps de démarrage et ces temps d'arrêt. Pareil, donc on peut par exemple avoir un cluster avec plusieurs serveurs. On peut faire de la maintenance sur des serveurs en particulier. On peut avoir un incident. Donc il faut que l'application elle soit capable, une fois qu'elle a reçu un signal de mon environnement, on lui dit « je vais m'arrêter », donc je vais t'arrêter, il faut qu'elle puisse s'arrêter proprement. Parce que si elle ne s'arrête pas proprement, parce qu'elle s'est arrêtée au milieu, il y a un script qui s'est passé, une migration ou je ne sais pas quoi, et que quand elle redémarre, ça provoque des pannes, ça c'est très important aussi à soigner. Et puis tester aussi la résilience. Donc moi j'ai déjà vu des applications, on containerise, on fait tout ce qu'il faut, mais quand elles s'arrêtent, ça ne s'arrête pas bien. Enfin voilà, c'est compliqué parce qu'elle n'arrive pas à redémarrer correctement. Le cache aussi, donc on parle de stateless, c'est très important de rendre ces applications le plus stateless possible, dans la mesure du possible, selon en plus l'architecture qu'on fait. Bon, à un moment, il y a quelques mois, il y avait un drama sur Redis, changement de licence Redis. J'avais mis une alternative à Redis, pareil open source Dragonfly, mais je pense qu'il n'a pas adhéré, qu'il n'a pas trop... n'a pas fait de l'ombre à Redis pour dire les choses comme ça. En tout cas, voilà, j'ai mis Dragonfly. Soigner les sessions, le cache, rendre son application le plus stateless possible. Pareil pour les assets, les fichiers. Si vous stockez par exemple tout ce qui est CSS, images localement, on va passer sur de l'object storage dans la mesure du possible, surtout quand on est sur du cloud public. Tout ce qui est dépendance aussi. Si vous faites des installs, pip install machin, ou je sais pas, peu importe les dépendances, il faut les regrouper dans des fichiers. Ce qui va nous permettre de redéployer, de rebuilder, de redéployer en production le plus facilement possible. Donc si elles sont toutes au même endroit, c'est beaucoup plus simple, déjà même pour suivre les upgrades. Donc ça, c'est très important. Et puis améliorer l'observabilité de votre application, ça on en a parlé, donc comme ça au moins vous pourrez savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de votre application. Suivre les métriques, voir si vous avez correctement dimensionné vos infrastructures. Est-ce qu'il y a vous avez des pics par exemple de consommation CPU, RAM, pour vraiment comprendre ce qui se passe au niveau de l'application. S'occuper des déploiements, donc déjà le déploiement de l'infrastructure avec l'infrastructure as code, ça peut être plusieurs outils en même temps. Si vous devez modifier des choses, donc si vous faites des choses pour rendre votre application cloud native, il faut adapter aussi les workflows de CI/CD. Et ça dépend de ce qu'on a, d'où on démarre. La quantité de travail n'est pas la même d'un environnement d'un client à l'autre. Et puis adapter votre stack local, ça c'est vraiment le nerf de la guerre pour moi, la stack locale. C'est super important. Le nombre de fois où je vois par exemple un environnement cible qui est totalement mais diamétralement opposé à l'environnement local. On a par exemple des gens qui installent des dépendances sur leur machine directement, qu'on se retrouve avec des différences de version avec la prod qui est containerisée. C'est important d'avoir vraiment un environnement ISO. Ça ne veut pas dire d'avoir un cluster à 10 nœuds sur sa machine locale. C'est un peu overkill. Mais au moins, si vous êtes sur votre cible, c'est les conteneurs, avoir les conteneurs dès le local. Ça, c'est important. Et de travailler avec les mêmes images de base. Et puis, préparer le jour J.
Donc une fois que vous avez tout modifié, votre application, votre infrastructure, là ce qu'il faut faire, il faut préparer le jour J. Comment je le prépare? Déjà, je fais une petite checklist. Donc qu'est-ce que je dois faire avant la migration? Les DNS, par exemple, si vous êtes sur des TTL très très longs, je ne sais pas, 24 heures, vous faites la bascule et vous dites, ah oui, mais j'ai le cache. C'est compliqué de savoir qu'est-ce qui se passe, est-ce que j'ai vraiment basculé ou pas. Donc ça, c'est important à faire avant. Les transferts de données, pareil, une fois j'avais fait un transfert de données. On avait fait une migration dans l'urgence. On migre, on se dit on va utiliser un service de synchronisation sur un cloud provider en particulier, où on synchronise l'ancienne base de données MongoDB vers la nouvelle. Sauf qu'on n'avait pas bien mesuré la quantité de données à faire, donc on était parti sur une instance courte. Et quand on a vu les estimations, on s'est dit, on était vraiment là, chaud patate pour migrer. Et on se dit, bon, le temps que la base de données finisse de se synchroniser, il fallait attendre 9 heures. On se retrouve un peu con. Voilà. On ne réussit pas. D'où mon talk. Hein. Je partage les astuces pour que vous évitiez que ça vous arrive. Donc bon, on a trouvé une autre solution, mais bon. Les personnes à prévenir aussi. Donc par exemple, dans certains cas, on doit prévenir ses clients 15 jours avant. On doit prévenir l'équipe sécu et tout. Enfin, ça dépend des entreprises, mais ça peut arriver aussi. Les rollbacks en cas de problème. Qu'est-ce qui se passe si ma bascule ne se passe pas bien? Il ne faut pas attendre que ça arrive en fait pour se poser la question. C'est important de gérer ça avant. Et puis toute la stratégie de déploiement, si vous faites du Canary Deployment, ce ne sera pas la même chose que le Blue Green. Qui est familier avec ces concepts-là? Okay. Blue Green, c'est que j'ai mon environnement A et je fais une bascule nette vers mon environnement B. Le Canary Deployment, c'est que je fais par palier, je transfère une partie, par exemple 5% de mon flux vers cette nouvelle infrastructure, ensuite 10%, 15%, et j'attends de voir ce qui se passe. Et s'il y a un souci, je reviens sur ma version d'avant. Donc ça, c'est vraiment pour aller faire ça par palier. Tester ce scénario, mon environnement hors prod, c'est important. Et puis tester le nouvel environnement et l'application, parce que ça m'est arrivé. On a fait une migration, on a changé l'infrastructure. On n'a pas beaucoup modifié l'infrastructure, mais on a travaillé énormément avec l'équipe de développement pour rendre l'application stateless, etc., faire de l'autoscaling, ajouter des réplicas et tout pour optimiser tout ça. Sauf qu'on a un petit piège de l'équipe de développement qui avait ajouté une petite ligne dans le script, mais vraiment, pas dans toute l'application, mais juste une page de démarrage, avait rajouté une petite ligne, avait installé une librairie qui a rajouté de la latence. Sauf que nous, quand on avait fait la bascule, on avait fait nos tests avant, on avait eu zéro souci, et le jour de la migration de prod, ils avaient modifié la version qu'on allait déployer. Nous, on n'était pas au courant, et on nous a dit que ça marchait mieux avant. On nous a payé pour faire mieux, et au final, l'application, les temps de réponse sont juste monstrueux, tout le monde râle, les clients ne sont pas contents et tout. On a passé une journée entière dans la sueur pour chercher à comprendre ce qui se passait, dans la tension aussi, parce que forcément, on ne veut pas que ça se passe comme ça. Et au final, on a trouvé le coupable. En faisant des git blame. C'est quoi la différence entre ce que j'avais déployé en pré-prod et ce que j'ai déployé en production? Et on retrouve le coupable, c'était juste une ligne plus la ligne où on rajoute la librairie. Donc c'est très très important de tester l'application. L'idéal, c'est de déployer les mêmes quand vous faites vos tests, de déployer les mêmes, mais parfois on ne maîtrise pas trop ça, il y a des choses qui arrivent, des hotfix, etc. Donc c'est important à tester. Et puis se préparer aux surprises. Alors j'ai des petites règles, des petites lois que je trouve très optimistes. C'est ironique. Donc la première, c'est la loi d'Hofstadter, qui nous dit qu'il faut toujours plus de temps que prévu, même en tenant compte de la loi d'Hofstadter. C'est sympa. Donc si par exemple vous vous dites lundi je bascule en pré-prod, je fais mes tests, mardi je passe en prod, laissez-vous quand même un petit peu de jus, juste pour être sûr que tout fonctionne correctement, vous ayez le temps de tester. Pareil, quand vous basculez, laissez-vous un petit peu de temps pour vraiment être sûr que tout a fonctionné correctement, faire le tour de la maison. Il y a une autre loi que j'aime bien aussi, qui est la fameuse loi de Murphy, qui dit que tout ce qui est susceptible d'aller mal, ira mal. Donc voilà. Ça ne veut pas dire que 100% des migrations sont pourries, mais c'est plus, moi j'utilise vraiment ces lois-là pour vraiment anticiper les rollbacks. Il y a toujours des surprises. Parfois des surprises qu'on n'imagine pas, même souvent des surprises qu'on n'anticipe pas, mais c'est important de garder ça en tête et de se dire, voilà,
Si jamais j'ai un souci, comment je reviens? Si j'ai une migration qui se joue par exemple dans mon application qui modifie mon schéma de base de données, si je veux faire le rollback, comment je reviens en arrière? Tout ça, c'est important à faire avant le jour J. C'est pas sur le coup, quand j'ai un souci, je réfléchis comment je fais pour limiter les dégâts. Et puis, règle numéro 13, c'est documenter. Je sais qu'on est des techs et qu'on adore la documentation et qu'on fait ça tout le temps. Non, c'est pas vrai. L'idée, c'est pas de faire des documents de 100 pages. Ça, c'est un autre métier, je pense, voilà. Qui aime la documentation? Qui documente? Fait des readme okay. Sous la torture? Sous la contrainte, plutôt. Surtout, le plus important à documenter, c'est vraiment quand on fait des choix techniques. À un moment donné, on est face à un mur et on est obligé de faire... on prend une décision parce qu'on a ce contexte-là. Croyez-moi, si on revient dessus dans quelques semaines après, quelques mois après, on se dit mais pourquoi j'ai fait ça? C'est bête, il y a une meilleure solution. On essaie de corriger, on revient dans le même schéma qu'on a vécu et on revient à la décision initiale. Donc quand vous êtes dans ce cas-là, surtout quand vous faites des modifications sur votre application ou testez pour vous aller sur le cloud, des fois on fait face à des murs, donc c'est important de documenter. Et puis itérer. Donc, moi j'aime bien ce qui est lean management, vraiment, et puis ça fait partie aussi de la philosophie DevOps, c'est vraiment... On s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue, donc on fait au mieux la première fois, et ensuite on itère. On ajuste l'infrastructure, on ajuste les dimensionnements, on ajuste les monitorings. J'ai trop de faux positifs, j'ai pas d'alerte, donc ça c'est important aussi, c'est jamais bien du premier coup, et puis se remettre en question. Donc, par exemple, si vous partez sur un choix technique à un moment, si vous voyez que quelques mois après c'est pas bon, il faut pas hésiter aussi à se remettre en question, à se dire ok, j'arrête les dégâts, il faut pas s'entêter. Ça fait partie des biais cognitifs aussi qu'on a. Plus on investit de temps dans quelque chose, plus on a de difficulté à revenir en arrière. Donc parfois il faut vraiment juste dire stop, ok, là c'était pas bon, je reviens, c'est pas la bonne décision que j'ai prise, c'est pas grave, je reviens, comme ça au moins je limite les dégâts. Et puis apprendre de votre projet. Donc, j'ai pas posé la question aussi, qui a plus un profil dev? Okay, j'ai pas beaucoup d'ops. Ops, du coup. Okay. Oui, bon, il y a quelque chose quand même dans le monde du dev que j'aime énormément, que je ne retrouve pas souvent dans le monde de l'infra, voire pas du tout. C'est vraiment tout ce qui est rétrospective. On se pose pas, on fait les choses, on a une prod à tenir. Ça, c'est une priorité de tous les jours. Et en fait, quand on fait des projets, on modifie des choses, on ne se pose pas, on ne fait pas de rétro, on ne se dit pas qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné pour essayer d'éviter de rejouer les mêmes erreurs. Donc c'est super important à faire quand on fait les choses, comme ça nous permet aussi de nous améliorer, de garder une trace de ça, et puis de capitaliser sur ce qu'on a appris pendant qu'on a modifié l'application et qu'on a migré son infrastructure. Et puis faites-vous accompagner. Donc quand je dis faites-vous accompagner, ce n'est pas sur tout le long du projet, mais quand vous identifiez, par exemple, vous avez besoin de formation, formez-vous. Google, c'est bien, mais des fois, c'est très limité. Mais voilà, il faut juste pas apprendre sur le tas. Quand on gère une prod, parfois, c'est compliqué parce qu'on ne fait pas les bons choix. Et puis là, je vais faire un petit test. On va faire un petit projet de migration. Donc c'est assez représentatif des projets qu'on peut avoir. Ça, c'est inspiré d'un vrai cas. On a 2 serveurs. Sur lequel, donc, c'est une architecture en microservices qui est déployée directement les applications sont directement déployées sur le serveur. Il n'y a pas de containerisation, il n'y a rien du tout. On a le microservice B qui lui absorbe le trafic entrant. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont déployé, donc on a des pics de charge qui ne sont pas réguliers, mais ils ont déployé 3 instances pour vraiment absorber la charge et tout. Ça fonctionne bien. Par contre, l'application est stateful. Donc tout ce qui est session, cache, tout est stocké localement. Les logs sont stockés localement. Tout est local. On n'a pas de haute disponibilité. Comme vous pouvez le voir, si on perd ce serveur-là, on perd tout. On a très peu d'industrialisation. On a le Git quand même, on fait Git clone, Git pull pour récupérer les informations. Mais voilà, on n'a pas beaucoup d'industrialisation, pas d'observabilité. Et on a des pics de charge à certains moments de la journée. Et puis là, le serveur de base de données, donc il est sur un serveur lui à part. Et pareil, donc on a des read réplicas de la base de données. Par contre, comme vous voyez, pareil, il est sur un serveur à part, mais si je perds ce serveur-là, je perds tout. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cette architecture? Petit exemple. En split. Ouais, plus de serveurs. On sépare les services. Ok.
On va sur le voyage, oui. Aussi. J'aurais tendance à simplifier d'abord. Oui. Je ferai les réplicas qui servent à pas grand chose parce que ce sera la même machine. Alors, ce que je n'ai pas dit, mais les serveurs sont surprovisionnés. Donc en fait, on a des grosses machines, mais qui ne servent pas tout le temps. Oui, je simplifierai, je ferai les réplicas déjà. Hop. Comme ça, après, il y a la base de données plutôt que s'amuser à déployer. Ok. Les trois trucs qu'on a. Ok. Et j'irai par étapes, je ferai un container avec. En fait, on ne sait pas comment ils causent entre eux. Peut-être que A, B et C ils causent beaucoup et ils ont du sens à rester ensemble. Peut-être que en fait, A et C causent beaucoup entre eux et qu'il faut les mettre ensemble et pas à leur côté. Ok. Ça dépend comment ils se causent. Bonne piste. Tu peux même pas les donner, peut-être deux réplicas parce que tu as 90% des accès qui sont en lecture. Sur une seule base de données, c'est énorme. Bah non, parce que c'est le même serveur. Sur la base de données, c'est bon. C'est le même serveur. Oui, C'est d'accord. capable de gérer. Il y a des workers. À des moments, je ne l'ai pas mis dans mon schéma. Il y a des moments des workers qui se lancent, qui se déclenchent avec des cran job, qui font des choses au niveau des read réplicas pour éviter justement de toucher à la BDD, enfin celle qui sert les clients. C'est important, ouais. Il y a un frein, oui, il y a un problème. Mais sur le serveur, il y a un vrai problème. Il y en a d'autres qui ont des suggestions, des idées. Il n'y a pas de mauvaises questions. C'est pas... Tu mets tout en SaaS, ok. Sur OVH, bien évidemment. Avant de faire du cloud, tu peux peut-être aussi inverser. Tu mets les microservices sur le serveur 2 et les réplicas sur le serveur 1. Comme ça, si tu perds un des deux, c'est pas grave. Tu peux relancer, enfin, tu peux tenir avec un seul. Oui. Il y a un souci aussi avec cette archi, c'est que comme j'ai mis, il n'y a pas d'observabilité et tout est sur le local. Donc parfois, si on perd un nœud, on ne sait même pas ce qui se passe. On n'est même pas alerté, déjà. Donc c'est compliqué. C'est vrai que là, je peux pas en dire plus sur ce client ni son contexte. Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est déjà le premier travail, c'est travailler à rendre les applications stateless. Donc les logs, par exemple, on ne veut pas les stocker sur la même machine. Parce que si on perd le serveur, on ne sait pas ce qui se passe. S'il est full et qu'on ne peut pas y accéder, on ne peut pas savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement avant. Donc on a basculé sur un modèle cloud public. On va avoir de la base de données managée. Donc effectivement, on voit qu'il y a eu une tentative de haute disponibilité avant, mais qui n'est pas vraiment haute disponible. En allant sur le cloud public, on va avoir du service managé avec une haute disponibilité. Donc c'est juste un paramètre à cocher chez beaucoup. Tout ce qui est cache session, on va venir les stocker sur une base de données pareille Redis managée. Et puis tout ce qui est asset aussi, les fichiers générés, il y a des fois des rapports qui sont écrits, on ne va plus les stocker sur les machines, mais on va les stocker sur du stockage objet, S3. On va mettre en place une stack d'observabilité efficace, parce que s'il y a un souci, que mon application est indisponible et qu'il n'y a rien qui m'alerte, il y en a encore des cas où c'est les clients qui râlent. C'est pas très professionnel et c'est impactant pour le business de la boîte. On va ajouter un WAF pour la sécurité, donc un pare-feu. Et puis, comme on a des pics de charge, on va arrêter de surdimensionner les serveurs. On va vouloir payer juste uniquement ce dont on a vraiment besoin à l'instant T. Et on va mettre en place, par exemple, de l'autoscaling avec du cluster et des applications. Il y a plusieurs modèles de le faire. Et ça, c'est assez classique quand on va, par exemple, on lance l'application cloud native, on la containerise, on la rend stateless. Les secrets qui étaient stockés avant directement sur la machine en clair, on va les mettre sur un Vault, sur un service de stockage de secrets managés, qui est important. Et puis, on va surtout venir isoler le VPC. Par exemple, la base de données, elle n'a pas besoin d'être accessible publiquement. On ne va pas l'exposer au public. Donc ça, c'est des sujets quand même qui sont importants. Et puis, le point important, c'est qu'en ayant une architecture conforme aux standards du marché, qui aujourd'hui, Cube, c'est un standard du marché, dans ce type de cas-là, ce n'est pas toujours le cas, mais dans ce type de cas-là, on va pouvoir aussi facilement changer de provider si un jour ou un autre, on décide de changer de provider, revenir en prem ou pas. Il y a plusieurs manières de le faire, mais ça, c'est une des manières. Et puis voilà, conclusion déjà. Après, on va pouvoir manger.
Le développement cloud native, ce n'est pas une question technique uniquement, comme on l'a vu. C'est vraiment beaucoup d'organisation, de prise de recul, de questionnement sur ce qu'on a, ce qu'on veut, etc. La culture, les pratiques et l'organisation sont des éléments cruciaux pour réussir vos projets de migration. C'est super important, surtout quand on itère. Si on a des cycles en V, c'est un peu plus compliqué d'être agile. Et une migration n'est pas un objectif en soi, mais ça doit vraiment rester un moyen d'atteindre ses objectifs business. Quand on travaille dans une entreprise, il faut se poser la question, quel est l'objectif de mon entreprise pour réussir vraiment à contenter tout le monde. Et puis, il n'y a pas de recette magique. Donc ça, aujourd'hui, voilà, donc par expérience. Si quelqu'un dit qu'il y a une recette magique, c'est qu'il ment quelque part. Chaque cas est particulier, chaque entreprise est particulière, les gens qui constituent l'entreprise est particulière. Et vraiment par expérience, même dans des stacks qui se ressemblent, j'ai jamais la même chose à faire, la même quantité de travail, les mêmes modifications à faire. Donc c'est très très important de vous adapter vraiment à vous pour pouvoir réussir vos projets. Et puis merci, on est arrivé à la fin, donc ça va, j'en ai pas perdu beaucoup. J'espère que ce talk-là vous a vraiment plu. N'hésitez pas à me faire des feedbacks. Et puis ça, j'ai mis les slides, si vous voulez les slides. Vous pouvez me suivre sur les réseaux. On a un blog, mes collègues et moi, on écrit parfois des articles très intéressants au sujet du cloud. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là. On peut prendre quelques questions ou pas? Okay, voilà. Merci à vous. Ok, je répéterai. Moi, j'ai une question, du coup, ça lancera le truc. Ça t'est arrivé d'avoir des migrations pilotées par le coût, sachant que souvent, quand on va dans le cloud, on se rend compte qu'en fait, ça coûte un peu d'argent, oui. Parfois plus cher que ce qu'on s'imaginait. Et moi, ce que j'ai vu, c'est que souvent, les migrations par le coût sont assez douloureuses à cause de ça. Parce qu'on arrive, et puis d'un coup, on dit, bah non, en fait, à la fin du mois, tu vas payer 50 000 €. Et c'était, alors qu'il y a ce côté magique, tu vois, de dire, non, vous inquiétez pas, vous n'avez plus d'ops à payer, vous n'avez plus d'offres à payer, et ça ne va rien vous coûter. Si ça coûte. Je fais un résumé. Donc je vais faire. Alors la question c'est est-ce que ça m'est arrivé d'avoir des migrations par le coût, motivées, drivées par le coût. Oui, j'ai 2 cas de figure. Le premier, qui est un cas très très parlant, où j'ai eu par exemple un client qui était déjà sur le cloud. Ça faisait quelques années qu'il était sur le cloud, il avait des crédits. Ensuite, il a fini de consommer tous ses crédits et donc les montants commençaient à être ponctionnés directement sur le compte de l'entreprise. Et là, ils avaient fait vraiment ça comme ils pouvaient, les développeurs. Ce qui semblait bien, c'était on déploie avec Vercel, on pop des VM comme ça. Après, on a des pics de trafic et on n'arrive pas à gérer ça parce que, en plus, c'était un service en marque blanche, donc avec plusieurs clients, ils avaient plusieurs tenants clients sur leurs infrastructures et chaque client avait ses propres pics de charge. C'était très compliqué. Et là, c'était drivé par le coût, c'était plus un appel au secours, c'est on paye trop cher. Par mois, c'était des dizaines de milliers d'euros, de dollars. Mais c'était quand même de grosses sommes par rapport vraiment à ce qu'ils avaient. Et donc là, en fait, on a fait une migration donc de cloud public à cloud public, mais c'était une migration d'architecture. On a complètement revu l'architecture. Donc là, on est passé sur du cube. On a ajouté de l'autoscaling. Donc déjà, le cluster autoscaling. Le cluster autoscaling qui est familier avec Cube. Okay. Donc sur Cube, on a 3 mécanismes d'autoscaling. Le premier, c'est le cluster autoscaling, où quand j'ai par exemple 3 serveurs, à un moment, mes serveurs ne suffisent plus, donc on va avoir des mécanismes qui vont popper d'autres serveurs, le temps d'absorber la charge, et ensuite ces serveurs-là disparaissent parce que j'en ai plus besoin. Ensuite, on a l'horizontal pod autoscaling, où là, c'est par exemple, j'ai mon application, elle tourne tout le temps avec 2 versions, deux applications qui tournent tout le temps en même temps. Quand j'ai des pics de charge, je me dis, je vais en popper 10 ou n en posant une limite, le temps d'absorber le pic de charge, et après, je reviens à l'état initial. Et puis, on a d'autres, le vertical pod autoscaling, où là, c'est plutôt, j'ai mon application qui fonctionne avec tant de CPU RAM dans temps normal. À certains moments, j'ai besoin, je ne peux pas la dupliquer, je ne peux pas la déployer en plusieurs fois. Par contre, ce que je peux lui faire, c'est lui rajouter un peu plus de RAM et de CPU alloués, le temps qu'elle absorbe son pic de charge, et ensuite je reviens à un moment donné. Donc déjà, rien qu'en jouant sur ces mécanismes-là, on voit qu'on n'est pas obligé
de surprovisionner l'infrastructure pour absorber ce pic de charge-là, on fait des économies majeures. J'ai un autre cas où voilà, on se dit j'ai mon petit serveur, je mets un petit Docker Compose, ça fonctionne très bien et tout. Sauf que c'est pas suffisant pour tenir une prod. Il faut faire les upgrades, il faut faire tous les correctifs de sécurité, j'ai des incidents et tout. Donc il y a des clients par exemple qui sortent de ce modèle-là, qui préfèrent payer un peu plus cher sur le cloud computing parce qu'ils ont calculé le nombre de jours, d'heures passées par leurs équipes à résoudre des problèmes qui étaient totalement évitables sur le cloud. Donc typiquement, j'ai une stack de monitoring, je la gère en interne par des équipes de dev dont ce n'est pas le métier. Donc au lieu de créer des fonctionnalités qui font évoluer l'application, ils sont là à se dépatouiller, à faire de leur mieux pour voilà, maintenir l'infra up. Ça par exemple, typiquement j'ai des clients qui me disent en fait le calcul de départ n'était pas le bon. Donc je préfère payer un peu plus cher parce que le coût mensuel il est un peu plus cher par rapport à mon infra initial. Par contre, le coût d'infra n'est pas suffisant pour voir combien ça me coûte au total pour une entreprise de manager une production. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres questions? Ou des remarques aussi, ça peut être des remarques. Ou des partages d'anecdotes. Oui. Ton blog sur Dora, les Dora Matrix et DevOps, ça aussi c'est un truc à aller checker parce que ça explique clairement et assez rapidement ce à quoi ça peut servir. Et encore une fois, je l'ai utilisé pour ton scénario. Merci Fanny. Donc oui, j'ai fait un article il y a quelques temps parce qu'on me posait beaucoup de questions sur qu'est-ce que le DevOps et tout. Et c'est vrai que c'est un mot qu'on utilise beaucoup, qu'on entend beaucoup depuis plusieurs années, mais chacun a sa petite définition. Des fois, DevOps, c'est quelqu'un qui fait du CI/CD. Des fois, DevOps, on a les puritains, ils disent c'est de la culture, etc. Donc on n'a pas tous le même usage, je dirais, de ce mot-là. Et c'est pour ça, en fait, tu vois, j'ai eu plusieurs fois le débat. Je me suis dit, bon, quitte à me répéter, à radoter, je vais faire un article. Si vous voulez le lire, n'hésitez pas à aller sur le blog de Cockpit.io. Vous pourrez me faire vos commentaires aussi. Oui. Juste une demande de retour d'expérience, mais tu as déjà eu le cas inverse d'être sur le cloud et qu'on te demande de faire une migration pour sortir du cloud. Donc faire le retour arrière j'étais sur le cloud, je reviens en arrière. Ça peut être par exemple sur un scope défini de l'infra, typiquement le stockage, parce que quand on a un flux de data tout le temps, voilà, ça peut être extrêmement coûteux, le coût de sortie. Mais j'ai eu surtout des cas où on se dit finalement on ne va pas sur le cloud, parce que quand on a fait tout le travail d'audit avant, de travail de conseil, on voit que le coût en termes de jours, par exemple des fois sur des gros projets, quand on fait le chiffrage de tout ce qu'il y a à faire, donc on se dit ok, moi j'avais compté 2 semaines, mais au final ça va me prendre plusieurs semaines. Là, les gens ils réfléchissent à 2 fois avant. Mais après oui, je dirais, c'est pas fréquent, c'est extrêmement rare, et surtout c'est une catégorie d'entreprise très particulière. Là, on va vraiment avoir soit un très très fort trafic, ou plutôt en fait voilà, une quantité de données quand même quand on est sur le cloud, parce que le coût de sortie aussi du cloud est parfois très faramineux. Quand on y est, on est marié au cloud, on a des pétaoctets de données, parfois c'est mieux d'investir sur ses propres serveurs et de faire ça en interne. Mais ce qui est important, c'est vraiment ce que je disais, vraiment de bien calculer, faire ses calculs, de bien prendre le temps de réfléchir à ce qu'on fait et d'anticiper les coûts de sortie. Ça aussi, parfois, c'est les coûts de sortie et de migration d'entrée aussi qui peuvent être coûteux. C'est pas très fréquent, mais ça arrive à des entreprises soit de ne pas y aller du tout, de ne pas y aller sur un scope défini, ou de décider de revenir on-prem. Parce qu'aujourd'hui, on a des technos quand même qui nous permettent d'avoir un cloud privé qui soit assez proche en termes de fonctionnalité aux services qui sont managés par les cloud providers publics. Il faut juste avoir la bonne équipe qui maintient ça. Ouais. Oui. J'imagine que tu t'es fait un petit arbre de décision avec certains critères. Voilà, j'ai des pétaoctets de données ou pas. C'est quoi ta façon de faire pour
la décision finale, si tu n'as pas d'expert sous la main Mm. et que tu ne peux pas te faire prévenir, quels sont tes trois principaux critères que tu prends dans ton ordre de décision pour trancher? Ok. Alors la question c'est est-ce que j'ai un arbre de décision qui me permet de trancher oui ou non. Du coup, moi mon rôle, mon travail, c'est de faire du conseil. Je ne tranche pas toute seule sur mon client. Par contre, mon rôle, c'est vraiment d'amener, voilà, de permettre au client de prendre de la hauteur, parce que moi, c'est mon métier, c'est pas spécialement son métier à lui, de prendre de la hauteur par rapport à cette situation, d'être dans un rôle plutôt de conseil, de l'aider à prendre des décisions. Et après, les arbitrages, on les fait ensemble. Je peux, par exemple, très fortement déconseiller quelqu'un sur un service en particulier. Ça m'est arrivé. Sur un cas, par exemple, lui, pour le coup, ce n'était pas une migration vers le cloud. Il était déjà sur le cloud, mais il voulait sortir de son modèle PaaS pour aller sur du cube. J'en fais beaucoup. Ça fait des années que j'en fais énormément. Mais là, je l'ai déconseillé. Mais je ne lui ai pas dit, bah non, c'est une catégorie qui n'y va pas. Mais en fait, ça vient avec des arguments, le pourquoi. Voilà, j'ai fait quand même un grand travail. Mais chaque cas est différent et je m'adapte vraiment au cas. Par exemple, la constitution de l'équipe joue un rôle extrêmement important. Si on a des équipes très réduites uniquement de dev, si la personne elle compte pas s'épauler d'un support, par exemple SRE, bah là je vais pas avoir le même discours, le même conseil que quand c'est pas le cas. Voilà. Je fais du sur-mesure. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, voilà. Aussi. Bah, merci encore à vous d'être venus.